je donne la parole tout d'abord à Vincent Présumé sur le mouvement ouvrier et socialiste face à l'entrée en guerre. Voilà, Vincent Présumé, donc, qui est professeur d'histoire au lycée Normandie à Melun et qui est par ailleurs secrétaire départemental de la Fédération syndicale unitaire. Bien, bonjour à tout le monde. Alors, il me revient la tâche redoutable dans 10 minutes, un quart d'heure, si j'ai bien compris. Non, 20 minutes. D'introduire nos réflexions par une intervention sur le mouvement ouvrier et socialiste face à l'entrée en guerre. Alors, le mouvement ouvrier et socialiste face à l'entrée en guerre, ça pourrait faire l'objet d'un colloque en soi, où les trois parties seraient le mouvement ouvrier et socialiste avant l'entrée en guerre, c'est-à-dire les prises de position antérieures qui toutes dénonçaient par avance l'éventualité d'une guerre entre pays européens, qui annonçaient des actes de résistance et en particulier les résolutions des congrès socialistes internationaux de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912, ça serait la première partie. Et puis la deuxième partie, ça serait, celle-là on oublie souvent, elle est à mon avis décisive, comment les choses se sont passées lorsque vraiment la guerre est arrivée pendant ces quelques semaines décisives où, comme dit Tourmonat dans ses souvenirs, la guerre est passée. Mais il n'allait pas forcément de soi au départ que la guerre passerait. Et puis la troisième partie, ça serait le mouvement ouvrier socialiste juste après cette espèce d'écrasement qu'a été en fait l'entrée en guerre. Je ne vais évidemment pas développer ces trois aspects, ça ferait l'objet d'une journée. Je voudrais essayer d'aller directement à l'essentiel en donnant la représentation dominante la plus courante et en la critiquant. La représentation dominante la plus courante, c'est que le mouvement ouvrier socialiste s'est rallié à la guerre, à travers, bien sûr, le vote des crédits de guerre par la social-démocratie allemande le 4 août 1914, l'approbation de la guerre, l'entrée dans l'Union sacrée des socialistes français et des autres, à l'exception souvent citée des Russes, or il y a d'autres exceptions, même si celle-ci est notable, et donc dans une interprétation, disons, regrettant ceci, qui est sans doute dominante parmi nous ici présents, on pourrait dire que le mouvement socialiste ouvrier s'est effondré, s'est rallié à la guerre, c'est une sorte d'effondrement. Dans la représentation dominante, ce n'est pas présenté comme un effondrement, c'est souvent présenté comme, au fond, la vérité des choses qui advient. Au fond, les prolétaires étaient patriotes, n'est-ce pas, et ça ne pouvait que se révéler lorsque leur réaction et tout le monde y est allé, la fleur au fusil. Bon. Cette représentation dominante alors contient une part de vérité. La part de vérité, c'est qu'effectivement les directions des principales organisations, que ce soit le SPD en Allemagne, la SFIO et la CGT en France, et beaucoup d'autres, se sont ralliés à la guerre et à l'Union sacrée, et que l'internationale, qu'on n'appelait pas la deuxième à l'époque, d'ailleurs on l'appellera deuxième après, quand il y aura une troisième, mais l'internationale a cessé de fait d'exister avec l'entrée en guerre, alors qu'un congrès mondial était prévu à Vienne le 13 août, je crois. Il avait encore été question de l'avancer à Paris. Jean Jaurès, lorsqu'il est assassiné, il pensait qu'il fallait faire le congrès international socialiste à Paris le 9 août, et il n'a évidemment jamais eu lieu, ce congrès. Donc, il y a eu une sorte de volatilisation apparente de ce qui avait été construit auparavant pendant des décennies. Bon, ça c'est, disons, le poids, la chape de plomb massive dont nous avons hérité. Ce que je voudrais dire rapidement, c'est que la réalité est beaucoup plus compliquée. Oui, il y a une trahison, oui, c'est plus qu'une trahison parce que c'est pas seulement telle ou telle direction, mais c'est des appareils, des organisations, des couches sociales, pour des raisons qui immédiatement d'ailleurs ont interrogé et qui ont demandé à être analysées. Question de l'aristocratie ouvrière, ça c'est l'argumentation de Lénine. Poids de l'appareil bureaucratique, c'est la critique qui est souvent faite à la social-démocratie allemande. Poids de la petite bourgeoisie journalistique et intellectuelle telle qu'elle avait un grand poids dans la SFIO française par exemple, dont des tas d'explications ont été avancées. Alors oui, il y a eu cela,
Mais en même temps qu'il y a eu cela, il est totalement erroné de considérer que le mouvement ouvrier socialiste, au sens large, hein, en y incluant aussi les syndicalistes révolutionnaires et les anarchistes, s'est plongé dans la guerre comme dans une chose naturelle. Non, c'était contre nature pour lui, et la résistance à la guerre est perceptible quand on veut bien chercher à la voir, elle est perceptible dès le début. Et c'est ce que je vais essayer de décrire rapidement, en faisant une petite revue pays par pays, au niveau des principaux pays seulement. Hein. On pourrait aussi parler d'ailleurs des pays balkaniques, où il est tout à fait remarquable que les partis socialistes des Balkans ont tous voté contre les crédits de guerre, alors que le Parti socialiste serbe aurait eu un très bon argument pour voter pour, hein, c'est que c'était une nation opprimée qui se faisait envahir par l'Autriche, et c'était vrai, ça ne les a pas empêchés de voter contre les crédits de guerre, et l'auteur de ce vote contre, le socialiste Tutovic, a été envoyé au front en première ligne, il est mort 3 semaines après. Bon, on pourrait donc aussi parler de cela. Je vais me concentrer sur les principaux. En Allemagne, l'Allemagne est le pays clé. L'Allemagne est le pays clé dans l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire européen, et ça d'ailleurs, ça fait aussi partie de la mémoire qu'il faut qu'on réactive, y compris à mon avis pour le siècle à venir, parce que l'Allemagne, ils s'en sont tellement pris par la suite dans l'histoire que cette réalité fondamentale est un peu passée à la trappe. En Allemagne donc, la social-démocratie vote pour les crédits de guerre, au Reichstag, le 4 août 1914. Les 14 députés qui, en réunion de groupe, avaient dit « nous, on veut voter contre », respectent la discipline, parce que la discipline dans la social-démocratie allemande, parti véritablement fondé sur le centralisme démocratique, c'était fondamental. Karl Liebknecht, qui va voter contre bientôt, respecte la discipline le jour du 4 août. Le soir, il est seul et désespéré. Il n'y a qu'un seul député, Franz Kunert, qui est sorti. Il n'a pas supporté, mais il va rester dans l'histoire, parce qu'il n'a pas fait quelque chose quand il est parti. Donc, la social-démocratie allemande vote les crédits de guerre. Dans la soirée du 4 août, Karl Liebknecht est seul. Il va voter contre, tout seul d'ailleurs, et ça va être un acte européen qui va être dit, chuchoté dans les tranchées, un acte terrible. Il va voter contre le 2 décembre 1914. Il y a dans l'appartement de Rosa Luxembourg à Berlin une réunion privée, clandestine, dans la soirée du 4 août, où il y a Franz Mehring, un vieux militant social-démocrate, le couple Thalheimer, quelques autres, Hugo Eberlein, quelques cadres de la social-démocratie allemande qui se disent c'est pas possible, il ne faut pas laisser passer ça. Ils envoient 300 télégrammes, ils n'auront qu'une réponse, celle de Clara Zetkin, responsable de l'organisation féminine du parti. Néanmoins, cette réunion officieuse, où ils ont un grave problème, comment entrer doublement dans la clandestinité à l'égard de l'État et à l'égard de leur propre parti, sans s'y être véritablement préparés. Cette réunion, c'est le point de départ de la résistance à la guerre en Allemagne. Puis il y a un troisième élément en Allemagne qui est encore moins connu parce qu'il n'a pas laissé de traces écrites, il a été raconté par la suite, c'est qu'au niveau des syndicats de Berlin, le secrétaire du syndicat des tourneurs sur métaux, Richard Müller, décide, sans aucun écrit, de réunir des délégués syndicaux pour dire voilà, on va faire un réseau avec ceux qui sont délégués dans les ateliers, dans les usines, là où les délégués marchent dans l'Union sacrée, ne sont pas avec nous, on va désigner quelqu'un pour doubler les délégués officiels, et ce réseau clandestin s'appellera plus tard le réseau des délégués révolutionnaires berlinois. Il va, dans les usines de production d'armes, s'étendre lentement, et c'est ça qui est à l'origine des conseils ouvriers qui vont apparaître en 1918, 4 ans plus tard, mais qui vont déjà surgir lors des quelques explosions sociales que Berlin connaîtra au printemps 1917, en janvier-février 1918, pendant la guerre. C'est ce réseau qui organisera les premières manifestations contre l'emprisonnement de Karl Liebknecht à l'été 1916. Donc vous voyez, l'apparence officielle, c'est la chape de plomb, l'Union sacrée, tout le monde y va. Sous cette apparence officielle, dans l'obscurité, dans la clandestinité, les résistants commencent à s'organiser dans la soirée du 4 août, dans la nuit qui suit. Si on se transporte en France, le parallèle que l'on pourrait faire nous est donné par le récit des souvenirs de Pierre Monat, qui va être mobilisé.
et de son ami Alfred Rosmer. Alors là, ce ne sont pas des socialistes, ce sont des syndicalistes révolutionnaires. Ils n'étaient pas membres de l'Internationale, mais ils vont, quelques semaines après, avec des marxistes russes, dont Martov et Trotsky, envisager de faire une nouvelle internationale. Et là, 2 jours avant le 4 août, en fait, ils s'étaient trouvés aux obsèques de Jean Jaurès, où il y a eu le discours de Léon Jouot annonçant l'union sacrée au nom de ceux qui vont partir et dont je suis, disait-il, alors qu'il n'en était pas et qu'il le savait. Il venait de rencontrer le ministre de l'Intérieur, il pouvait rester à l'arrière pour garantir la paix sociale. Et là, Monat et Rosmer sont dégoûtés. Ils voient même Maurice Barrès, un nationaliste notoire, présent aux obsèques de Jaurès. Et dans leur souvenir, il dit: ce soir-là, nous sommes partis à la recherche des hommes. Tel Diogène avec une lanterne. Nous sommes partis à la recherche des hommes. Et pour eux, les clivages antérieurs, anarchistes, syndicalistes révolutionnaires, socialistes, tombaient devant le clivage. Maintenant, t'es pour ou t'es contre l'union sacrée? T'es pour ou t'es contre cette guerre? Et bon, de ce travail souterrain sortira quelques mois après l'acte de démission de Pierre Monat du Comité confédéral national de la CGT le 8 décembre 1914, que l'on pourrait rapprocher de l'acte de Karl Liebknecht au Reichstag allemand. Donc la journée d'aujourd'hui va avoir l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé dans la SFIO, où il y a eu aussi des velléités, par exemple en Haute-Vienne, de résistance à la guerre dès le début, mais la place occupée par Monat, par Rosmer, par ces hommes-là, nous indique qu'en France, à l'échelle nationale, la structuration immédiate d'une résistance souterraine à la guerre vient des syndicalistes révolutionnaires dans la CGT, beaucoup plus que des socialistes dans la SFIO. J'ajoute qu'en France, il ne faut jamais oublier qu'il y a 2 éléments qui aggravent l'union sacrée. C'est l'assassinat préalable de Jaurès, le choc produit par ça, le premier mort de la guerre, et c'est le fait que la France est envahie, ce qui facilite, avec la Belgique et le Luxembourg, ce qui facilite les réflexes défensistes, même de la part de gens qui ne voudraient pas être chauvins. À ce sujet, dans le livre d'Alfred Rosmer sur le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale, on trouve un document très intéressant qui est une protestation des ouvriers du Nord, donc de la zone occupée, de leurs délégués syndicaux, de réfugiés, d'élus des réfugiés qui se réunissent à Bourges pour protester contre les positions totalement union sacrée prises par les représentants également réfugiés de la Fédération socialiste du Nord et de l'Union départementale CGT, ce qui montre que même parmi les gens envahis et occupés, qui certes dans la vie quotidienne se heurtaient aux fortes occupations allemandes, la position chauvine et l'union sacrée n'était pas forcément celle qui allait de soi automatiquement pour tout le monde. Si on se transporte en Russie, alors la Russie c'est intéressant bien sûr parce qu'on dit toujours ils ont tous capitulé sauf les Russes. Bon. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde la Russie, c'est que le vote contre les crédits de guerre à la Douma, il est majoritaire, il n'y a pas que les bolcheviks. Les bolcheviks, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, les 3 principales tendances du mouvement ouvrier russe, votent contre les crédits de guerre, y compris les Troudoviks, qui sont des socialistes révolutionnaires modérés, embourgeoisés, dont faisait partie Kerensky, le futur Premier ministre de 1917. Les Troudoviks ne prennent pas part au vote. Donc le refus de voter des crédits pour le tsar est prépondérant dans le mouvement ouvrier russe. De plus, l'entrée en guerre en Russie a été directement un acte de répression et d'écrasement parce qu'il y avait des grèves de masse à Petrograd, Saint-Pétersbourg, juste avant l'entrée en guerre. En Russie, la guerre a été directement le moyen d'empêcher la révolution. La révolution russe aurait probablement eu lieu des années avant. Ça aussi, ça contredit l'histoire officielle. On dit toujours que c'est la guerre de 14 qui déclenche la révolution russe. Il y aurait sans doute une révolution, alors certainement différente, parce que moins marquée par la guerre, évidemment, mais quelques années avant, en Russie, on y allait tout droit en 1914. Pour le tsar, pour les militaristes russes, la guerre était le moyen d'éviter ça. Là où les bolcheviks vont se distinguer, c'est que non seulement ils ont voté contre les crédits de guerre, ils ajoutent qu'ils ne sont pas pour l'obéissance aux armées, ils ne sont pas pour le respect de la discipline militaire, ils sont pour préparer la fraternisation et l'organisation des soldats. Ça, les autres courants ne le disent pas, et c'est ce qui vaut aux 5 députés bolcheviques à la Douma d'être arrêtés et jugés.
leur principal représentant, Kamenev, sera néanmoins amené à se démarquer des positions les plus radicales prises en Europe, en Suisse, par Lénine, qui, lui, carrément dit que la défaite de la Russie serait la meilleure solution pour la classe ouvrière et qui prend une position défaitiste, frontalement opposée à tout le discours ambiant à ce moment-là. Si on se transporte au Royaume-Uni, on a encore une autre situation dans laquelle, certes, la majorité des députés du Labour Party votent pour la guerre, avec une précision importante, c'est qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de mobilisation générale tout de suite. C'est une armée de métier, il va y avoir une conscription qui va s'étendre progressivement, et la conscription ne sera généralisée qu'en 1916. On a néanmoins de nombreux députés du Labour qui votent contre ou qui s'abstiennent, pas forcément sur la base de positions révolutionnaires comme les bolcheviks, mais sur la base de positions pacifistes qui prévalaient notamment dans l'Independent Labour Party. Ce qui m'amène à faire une petite remarque, c'est qu'on a des opposants à la guerre dans toutes les tendances. Ils prévalent dans les tendances révolutionnaires, mais vous pouvez trouver des opposants à la guerre dans des tendances réformistes. Les choses, donc, là aussi, ont été plus compliquées qu'on ne le dit généralement. Enfin, il faut dire un mot de l'Italie, parce que l'Italie va rentrer en guerre un peu plus tard. Vous savez, elle était dans la Triple Alliance, elle va en sortir, elle va rentrer en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre. Ça se joue pendant quelques mois, durant lesquels il y a une scission menée par l'ancienne grande gueule, leader de l'aile gauche du socialisme italien, Benito Mussolini, qui se rallie au combat, pas la peine de vous présenter Benito Mussolini, qui se rallie au combat donc, pour la guerre et l'Union sacrée, avec d'ailleurs de l'argent français. Une partie de ces fonds lui sont communiqués par un émissaire socialiste du gouvernement de l'Union sacrée français, qui est Marcel Cachin, dont je pourrais évoquer aussi le rôle historique ultérieur tout au long du XXe siècle, je pourrais l'évoquer avec certaines cruautés, mais parfois c'est mérité. Surtout qu'une partie de ces fonds français vont quand même servir à Mussolini au lancement des premiers faisceaux dits d'action révolutionnaire, enfin les fascistes, quand la guerre sera finie. Lorsque la guerre arrive en Italie, c'est en mars 1915, le Parti socialiste italien ne vote pas les crédits de guerre. Preuve que c'était possible. Alors pour autant, tous les problèmes ne sont pas réglés. L'aile réformiste du Parti socialiste italien, après la dominante, après ne pas avoir voté les crédits, disons, ils attendent que ça passe, quoi. Tandis qu'il y en a d'autres qui disent, mais c'est pas possible, on ne peut pas attendre. N'empêche que, bref, on pourrait prolonger tout ça, mais il ne faut pas que je prolonge. Ce qui, me semble-t-il, ressort d'un examen des faits, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion spontanée, automatique, évidente, allant de soi, du mouvement ouvrier socialiste à la guerre. Certes, c'est une terrible défaite du mouvement ouvrier. Voilà. C'est peut-être la plus grande d'ailleurs parce qu'elle est à l'origine de toutes celles qui ont pu suivre. C'est une terrible défaite du mouvement ouvrier. On la paye encore. Si on est là d'ailleurs, c'est pour ça. Mais en même temps, c'est une faillite de toute une série de courants, de directions, de dirigeants. Ça n'est pas la faillite du mouvement ouvrier. Parce que quand on regarde de près, on s'aperçoit que toutes les forces futures de résistance, elles sont dans ce mouvement ouvrier. Le meilleur exemple se trouve dans l'organisation qui a eu le pire comportement, c'est-à-dire la social-démocratie allemande. Ceux qui sont les cadres de la résistance et des futurs courants spartakistes, social-démocrates indépendants, gauche radicale, bon, il y aura différents courants après par la suite, mais leurs cadres ne sont pas, si vous voulez, des gens isolés de la base qui se seraient radicalisés tout seuls. Ce sont très souvent des permanents de la social-démocratie qui forment un réseau clandestin, à l'image de ces délégués révolutionnaires berlinois. Ou alors, je terminerai par ça, à l'image des Shop Stewards Committee, c'est-à-dire des délégués d'ateliers de chantier sur les ports de Glasgow, de la vallée de la Clyde en Écosse, se produire les premières grèves de la période de guerre en février 1915. Ce n'est pas les dirigeants sont dans l'Union sacrée, c'est pas non plus complètement la base, parce que la base toute seule, inorganisée, c'est pas évident. Elle finit par réagir, mais bon, ça prend les formes que ça peut prendre. Donc c'est les cadres intermédiaires, c'est des délégués de chantier, d'ateliers, qui sont toujours présents sur les lieux de travail. C'est eux qui, comme les délégués révolutionnaires allemands, organisent leurs camarades. Voilà, donc je conclus.
les racines du combat contre la guerre et l'union sacrée et de la poursuite et de la reprise du combat révolutionnaire futur, elles sont tout à fait identifiables en août-septembre 1914 dans le mouvement ouvrier et socialiste réellement existant, même si ce qui apparaît au premier plan, évidemment, c'est la défaite, c'est la débâcle.